Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Politique en direct d'Al24 News. Ce soir, nous nous intéresserons au fameux scandale appelé communément le ou la Maroc Gate, une affaire aux ramifications profondes, tellement profondes qu'elle a fini par avoir raison de plusieurs têtes au sein de l'Union européenne et d'entacher une institution qui s'est toujours targuée d'être incorruptible et solide. Ce scandale est venu remettre en cause toutes les idées reçues de cette institution ayant été à maintes reprises elle-même un instrument par lequel arrive la critique et la dénonciation en direction de certains pays dits du tiers-monde. Ce Parlement se retrouve aujourd'hui confronté à ses propres démons. Ces eurodéputés n'auraient au fait rien à envier, sans faire de l'humour, aux députés du tiers-monde souvent taxés de toucher des pots de vin pour faire marcher les affaires. Voilà que ces eurodéputés ont eu du mal à leur tour à ignorer les appels des sirènes. Le Makhzen, fidèle à sa réputation, a bien arrosé ses complices concernant le dossier du Sahara occidental et les révélations ne font que commencer. Levée de l'immunité de certains députés, cette levée suffira-t-elle à étouffer l'affaire? Le débat est lancé. Pour en parler avec nous ce soir, Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et défenseur des droits des Sahraouis. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Et nous avons également M. Gamal Labina, expert en questions internationales, ainsi que M. Kanti Bala, qui sera avec nous par Skype également, tout comme M. Gamal Labina, depuis Paris. Il est représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne et de la zone euro. Alors, messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Voilà. Je vais commencer avec vous, monsieur Gamal Labina. Alors, nous l'avons vu, le Front Polisario, plutôt, nous l'avons vu, l'affaire où le Parlement, sur demande du parquet, a décidé enfin la levée de l'immunité sur les eurodéputés impliqués dans le dossier de la corruption. Mais que signifie alors cette histoire ? Et est-ce que le fait de lever l'immunité et de poursuivre ces députés servira ou suffira à atténuer justement cette colère qu'il y a eu juste après le dossier du Maroc Gate? Je ne sais pas si ça suffira à atténuer la colère. En revanche, on s'en rend bien compte immédiatement aujourd'hui qu'il y a eu un effet extrêmement probant. Ces députés qui ont été dénoncés ou qui ont été simplement piégés, pour certains d'entre eux ont tout de suite avoué, d'autres ont été... Il y a eu des perquisitions, on a trouvé de l'argent en liquide dans des sacs chez des députés. Ces députés ont été donc pris la main dans le sac, c'est comme ça qu'on utilise l'expression consacrée, c'est cela. On a eu aussi d'autres députés qui ont témoigné pour dire qu'il y a eu des tentatives de corruption. Hein, et on se rend bien compte qu'effectivement, ce scandale est lié à un autre scandale qui a été mis en valeur, celui du Qatargate, comme ils disent, hein, on utilise toujours le terme avec la porte en anglais. Ces deux scandales donc commencent à montrer qu'effectivement les parlementaires qui ont l'habitude d'entendre des lobbies, les lobbyistes travaillent beaucoup au Parlement européen, pour certains d'entre eux ont été capables de succomber aux sirènes de l'argent facile. Et donc une fois que ce scandale a été levé, qu'on se rend bien compte que les parlementaires d'où qu'ils soient dans le monde peuvent être corruptibles, comme tout à chacun en vérité, s'il n'y a pas d'intégrité et si on n'est pas suffisamment payé. Là, en l'occurrence, ils sont bien payés, mais quoi qu'il en soit, ils sont payés à peu près 15 000 € par mois, pour vous donner un ordre d'idée. Eh bien, ces parlementaires ont des besoins qui vont peut-être au-delà de cela. Ils se sont dit qu'ils ont cédé à la facilité du lobby, et de lobbies très offensifs qui sont connus au Parlement européen, particulièrement le lobby orientaux, on le savait déjà, mais aussi le Maroc, on l'a découvert récemment, qui pratiquait un certain lobbying et qui essaye de se placer par rapport à tout un tas de questions économiques, politiques ou même de la reconnaissance du Sahara occidental sur le Parlement européen. Donc, effectivement, il y a eu un effet direct et probant, c'est qu'il y a eu un vote aujourd'hui qui n'a pas été favorable, pour une fois, au Maroc et qui était assez massif. Donc, ça en dit long sur l'état de délabrement des gens qui ont été pris la main dans le sac. Oui, alors il y a les eurodéputés et ça, ce qu'on sait en tous les cas, c'est un petit peu la partie apparente de l'iceberg, Monsieur Gilles Devers. Qu'est-ce qu'il y a ou comment ces députés se sont-ils laissés ainsi embourber dans une telle histoire au sein de l'Union européenne? D'abord, ça a été appelé le Qatargate, rappelez-vous. Ensuite, on s'est rendu compte que le poteau rose n'était rien parce que la Qatargate cachait beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce qui a vraiment laissé ces députés aujourd'hui s'enliser dans une telle affaire?
Écoutez, je pense qu'il y aura des aspects individuels et les uns et les autres ont des rendez-vous importants vu qu'ils vont tous être convoqués par le juge et les enquêteurs. Et on a vu depuis le début que l'une des grandes chances dans ce dossier pour le peuple sahraoui, eh bien, c'est que l'enquête judiciaire est tenue de main très ferme et avec énormément de lucidité par un juge d'instruction chevronné, spécialisé sur les affaires économiques et qui travaille avec des enquêteurs de haut vol. Donc, est-ce qu'on aurait eu la même enquête en France? On a des compétences, mais est-ce qu'il y avait les ordres politiques pour le freiner? En tout cas, on a vraiment une chance extraordinaire avec cela. Donc, ça sera des explications individuelles. On va les surveiller. Moi, je suis un avocat et évidemment, j'ai le plus grand respect pour le travail de la justice, surtout que ça, c'est une vraie justice. Mais il y a une dimension collective. Et la dimension collective, les seuls mots que l'on peut utiliser, c'est les plus sévères. C'est-à-dire, c'est un ectoplasme, c'est une catastrophe, ce sont des gens qui n'ont aucune Oui. conscience, ce sont des gens qu'il faut virer comme des malpropres du Parlement, ce sont des gens qui bafouent l'idée de démocratie, s'ils sont à peine bons pour aller faire je ne sais quel marché de revente de pièces, s'ils sont capables que de faire cela. Ils n'ont aucune conscience. La démocratie est importante, les libertés fondamentaux, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la liberté d'un peuple, il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui souffrent tous les jours. Donc moi, je suis pour chasser tous ces gens et sans aucune limite. Le lobby, ben, on sait que les lobbies existent. Il y a des immeubles entiers qui sont pour les lobbyistes et on les a au Parlement français, dans tous les parlements, il y a des groupes d'influence. Mais là, c'est différent. C'est acheter les parlementaires. Nous, avec le Front Polisario, depuis maintenant 8 ans, on présente des argumentaires juridiques et ils arrivent eux-mêmes à la conclusion de quoi? C'est que nos argumentaires juridiques, ils ne peuvent pas les combattre par le droit, donc ils nous amènent la corruption. Alors excusez-moi, c'est quand même le travail que l'on a fait et qui amène à des décisions de justice. Et eux, c'est ces gens corrompus, ces gens qui n'ont aucune conscience, ces gens qui sont à vomir. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est apporter l'argent pour nous bloquer. Donc moi, ce soir, je suis absolument furieux et il y en a pour un bon moment. Et on a une audience qui nous attend devant la cour d'appel en grande chambre, vu on a fait annuler ces accords qui sont dus à la corruption et ils ont fait un pourvoi. On a rendez-vous devant la grande chambre. Je peux vous garantir qu'ils vont m'entendre. Ah ben oui. Voilà, très bien. Alors, est-ce que c'est un hasard aujourd'hui et là, le fait a été relevé quand même sur beaucoup de médias que la plupart des députés impliqués soient italiens ou d'origine italienne. Est-ce que c'est une façon un petit peu de se déculpabiliser, je parle du Parlement européen, et de faire diversion? Monsieur Gamal Abina. Ça, c'est assez malsain d'entendre ça parce que ça donne le sentiment que l'Italie, coutumière du fait, Cosa Nostra, la mafia italienne, tous ces éléments un peu de langage qu'on utilise beaucoup contre les Italiens, aujourd'hui semblent être faciles à utiliser. Je pense que c'est eux qui ont été pris la main dans le sac, certainement, mais je ne pense pas qu'ils soient les seuls impliqués. Je pense qu'ils ont peut-être été les moins malins ou qu'on a orienté le débat contre l'Italie, mais la corruption, en règle générale, ne touche pas un pays et ce n'est pas essentialisant que de dire que les corrompus sont en général des hommes et des femmes de tout pays ou de toute confession possible. Donc, cette façon de montrer l'Italie du doigt est un petit peu malsaine. Ça renvoie encore un petit peu à des termes un peu racistes qui renvoient effectivement à une Italie des années 20 ou 30 dans lesquelles on avait le sentiment que c'était des voyous de l'Europe, quoi. Donc, c'est pas très simple. Par contre, il y a certainement d'autres députés qui vont être peut-être qui va y avoir un percement à jour, j'allais dire. On a eu pas mal de députés français qui ont discuté de ces questions-là, effectivement. On a eu, comment il s'appelle, Beauvais, monsieur Beauvais, qui a dit clairement qu'il a été corrompu dans un café. Il n'est pas italien, Beauvais. Hein. Je pense que le nom Beauvais traduit un peu son origine française. Donc ça, c'est une façon un peu de détourner l'attention. De dire que c'est les Italiens, c'est juste parce qu'ils ont été pris plus facilement. Mais il y aura certainement d'autres dossiers à venir. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina. Monsieur Khatiballa, alors je reviens vers vous. On sait très bien que de toute façon, ce dossier du Maroc Gate de corruption, la plupart des pots de vin qui ont été donc donnés concernaient le dossier sahraoui. C'est dire à peu près l'importance qu'accorde aujourd'hui le Maroc ou les autorités marocaines à ce que le dossier sahraoui ne passe pas. Qu'en pensez-vous ? Monsieur Khatiballa ? Effectivement, oui, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Écoutez, je suis actuellement avec des anciens détenus sahraouis qui sont venus des territoires occupés et tous m'ont raconté les tortures sauvages qu'ils ont pu subir de la part des autorités marocaines dans les territoires occupés. Et ça me
revient à l'esprit une correspondance entre un ambassadeur marocain et sa centrale lui disant que nous avons peur du rapport de Charles Tannock sur les droits de l'homme au Sahara occidental et qu'il faut absolument en atténuer les effets, car effectivement ce qui se passe en Europe a des incidences directes sur notre propre vie, que ce soit individuellement ou collectivement en tant que peuple. Ce que cherche le Maroc à travers ces pratiques, c'est effectivement continuer de violer gravement les droits de l'homme au Sahara occidental et de continuer de piller les ressources naturelles du territoire sahraoui. J'en veux pour preuve un autre rapport de Patricia Lalonde, une eurodéputée française qui avait rédigé un rapport extrêmement partial en son temps. Et cette Patricia Lalonde se trouve membre d'Euromeda, qui est une officine d'influence en faveur du Maroc, fondée par des députés marocains et eurodéputés et un eurodéputé français. Donc tout cela influe directement sur notre vie en tant que Sahraouis. Nous sommes les victimes de ce genre de pratiques, pas seulement du Maroc, mais aussi de ces eurodéputés européens et par-delà les instances européennes qui, comme nous l'avons constaté tout récemment et qui est extrêmement honteux, n'ont pas hésité à faire appel de la décision de la CGIE, tellement nous ne sommes pas contents d'être écartés de cette association, je dirais, de malfaiteuses avec le Maroc dans le cadre du pillage des ressources naturelles sahraouis et d'aggravation de la situation des droits de l'homme et l'empêchement du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination d'être exercé. Je reviens vers vous, Monsieur Gilles Devers. Comment vous expliquez cet enlisement justement du Merzen dans une affaire pareille? Bien sûr, il y a une affaire de corruption, il y a des députés qui sont corrompus, mais le Maroc ne se serait jamais aventuré vers un tel ou un tel député s'il ne s'était pas agi réellement d'un réseau bien élaboré, comme on le dit en ce qui concerne M. Panzeri. Et je pense qu'il le faisait bien entendre. Alors, il y a tout à fait des antériorités. Et vous citiez tout à l'heure l'idée de ne pas focaliser sur l'Italie. Ben, nous, on a fait les démarrages avec Gilles Pragno, qui était un député français, qui se présentait comme pratiquement l'envoyé du roi et qui venait systématiquement pourrir toutes les réunions de travail que nous faisions sur place. Donc, c'est un travail qui est ancien. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a eu toujours cette influence marocaine. Elle est connue de longue date et des moyens très intrusifs. Ils n'ont pas de limite. Voilà, c'est comme cela. Mais il y a eu une accélération, il y a un cap qui était passé en 2019. Pourquoi? Parce que en 2019, ils ont besoin du vote essentiel du Parlement européen pour obtenir l'accord d'extension de l'accord Union européenne-Maroc sur le territoire du Sahara occidental. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le vote du Parlement, c'est fini. Bon, et on parle de Qatar Gate, des choses comme cela. Qu'est-ce que je veux bien croire que le Qatar a donné de l'argent, mais ça ne sera pas lui, ça serait des personnalités, et puis on aura bien le temps de voir. Mais quelle est l'influence du Parlement européen pour l'avenir du Qatar? Vous voyez, on peut encore des points d'interrogation. Alors qu'ici, c'était vital. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cet accord, il fallait le vote. Et il y avait à ce moment-là beaucoup de demandes. Les esprits étaient échauffés parce que, comme ça vient d'être rappelé, il y avait le rapport de Madame Patricia Lalonde qui avait fait un rapport incroyable de flatteur pour le Maroc et qui a dû démissionner parce qu'elle était dans le lobby marocain. Et celle qui a pris la suite a dit ce rapport est tellement mauvais, je ne peux même pas voter pour lui. Donc les esprits étaient échauffés et le Parlement avait reçu une demande des parlementaires qui était de dire, vu qu'on parle de l'arrêt de la Cour de justice de 2016, il faut prendre un avis préalable de la Cour. Vu qu'il faut tirer les conséquences de cet arrêt, on va demander à la Cour ce qu'on a fait. C'est une procédure qui existe, c'est-à-dire qu'avant le vote, vous demandez l'avis préalable de la Cour. C'était une solution de sagesse. Et donc, s'il y avait cet avis préalable qui était voté, ça enrayait tout le mécanisme parce qu'ils voulaient passer en force. Et pour passer en force, ils n'avaient pas d'autre solution que d'acheter et d'acheter très cher les parlementaires. Donc le Maroc, oui, effectivement, a construit une industrie de la corruption et les chefs de l'industrie de la corruption sont à la tête de l'État. Mais c'est pas les hommes de souligner cela. Et puis, Monsieur Panzeri, ben, écoutez, il a largement son rôle, il est en prison. La prison est très désagréable, je la souhaite à personne, mais c'est un procès équitable.
et il se défend, mais il y a toutes les organisateurs qui sont les principaux intéressés, qui sont les Marocains, c'est-à-dire les dirigeants marocains, je distingue toujours du peuple, évidemment, qui est un peuple pacifiste, ami de tout le monde, et avec qui on a les meilleures relations, mais les dirigeants sont au-dessus de Panzeri, c'est-à-dire que Panzeri, Pragno et compagnie, tout ça, c'est des exécutants. Donc, il faut poser la question. Et la délibération que l'on a eue aujourd'hui du Parlement, votée par 450 voix, me donne un signe tout à fait clair en ce sens, parce que c'est historique d'avoir une telle critique qui est formée sur le Maroc. Il n'y a jamais, jamais rien eu, même pas de tel, il n'y a jamais, jamais rien eu. Et à ce jour, moi, je dis que si on avait le vote sur l'extension de l'accord, ben, je pense qu'il n'y aurait pas de vote. C'est-à-dire que le Maroc perdrait. Donc, ce que l'on voit, c'est acheter la démocratie comme rarement on l'a vu. Acheter les droits de l'homme et bafouer les droits de tous ces peuples. Oui, alors juste une petite question, Monsieur Gilles Devers. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un juste retour de manivelle pour un Parlement européen qui s'est toujours targué justement de défendre les droits de l'homme et de défendre la justesse de certaines causes et également de critiquer certains parlements, y compris à un moment donné où ce fut le cas de l'Algérie, où ça a été énormément critiqué aujourd'hui, d'être lui au centre d'un scandale pareil? Écoutez, madame, je vais vous répondre très franchement avec la sympathie, le direct qu'il y a dans votre émission et le respect que l'on doit au peuple algérien. Le discours des droits de l'homme en Occident, je ne dis pas que c'est de la foutaise, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours, il y a des vrais combats pour les droits de l'homme, il y a des choses extrêmement fortes, extrêmement honorables qui sont faites. Mais quand c'est utilisé par les dirigeants, c'est simplement de la monnaie d'échange. Ils en ont strictement rien à faire des droits de l'homme, je peux vous garantir. Autrement, comment vous voyez le double standard permanent enfin, on dit tout contre Monsieur Poutine pour l'affaire de Crimée et on dit rien à Israël et on veut même exporter le gaz d'Israël parce que il serait sain alors que l'autre venait d'occupation. C'est-à-dire que c'est un double standard permanent, c'est une monnaie d'échange. Donc le Parlement européen, il est comme les grands dirigeants occidentaux, il n'a aucune crédibilité sur les droits de l'homme, c'est simplement un discours. Et le seul problème, c'est qu'il défend ses intérêts là-dedans. Oui. Ne croyez pas qu'il ait un intérêt particulier pour le peuple sahraoui. Moi, je n'attends rien d'eux. Hein. J'attends simplement de les faire mettre à genoux devant les juges. Mais je n'attends rien d'eux. Ils n'ont aucun intérêt pour cela. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se défendre. Et il faut savoir que ce Parlement a une très mauvaise cote en Europe, parce qu'il est lointain, il est mal connu, on ne sait pas très, très bien ce qu'il fait. Et donc maintenant qu'on voit qu'il y a une gangrène de la corruption à tout étage, eh bien, il faut prévoir que le Parlement va prendre des actions même assez dures, et il va dire c'est parce qu'il y a les droits d'homme. Non, c'est parce qu'il veut redorer son image. Alors on va surveiller ça, mais il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des bleus, selon l'expression. Oui. Alors, Monsieur Gamal Abina, dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que une question un petit peu pernicieuse, je me permets quand même de la poser, que Panzeri va un petit peu servir de bouc émissaire pour étouffer ou plus ou moins calmer l'affaire, puisque aujourd'hui, le Parlement est sérieusement entaché? Je ne le pense pas. Par contre, une petite précision, c'est pas 450 voix, mais 356 pour, 32 contre, c'est-à-dire vraiment un rapport de 1 pour 10 contre, et puis 42 abstentions. Oui. Ça dit beaucoup de choses sur la bascule qui est opérée, et je ne pense pas qu'un seul homme, Panzeri, soit le bouc émissaire, parce que d'abord, ça va au-delà de lui, on le sait très bien, parce qu'il y a beaucoup de fuites actuellement dans la presse pour dire que d'autres eurodéputés ont été approchés, et aujourd'hui, au moment de ce vote, par exemple, il y a un journal qui a titré qu'il y avait plus quasiment de lobbyistes marocains que de parlementaires. C'est vous dire à quel point le travail de lobbying, qui est autorisé, il n'y a pas de problème, hein, le travail de lobbying est connu. En revanche, le travail de corruption l'est moins. Donc c'est vrai que cette question-là, de penser que ça va éteindre l'incendie, qu'un seul homme aurait influencé tout un parlement, un groupe de 2-3 personnes, non. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je pense que ça va ouvrir une brèche et que certainement, il va y avoir des enquêtes qui vont être conduites et diligentées par des juges qui feront le travail, semble-t-il, et qu'on arrivera à se rendre compte qu'il y a beaucoup de votes qui ont été quand même très favorables un temps au Parlement européen par rapport à la question, par exemple, de la pêche, l'exploitation des ressources halieutiques. À un moment donné, ça avait été accepté puis refusé, mais tout de même, il y a eu des débats, c'était plutôt un consensus en faveur du Maroc, et je peux dire simplement très rapidement pourquoi. Il y a beaucoup d'intérêts européens au Maroc, espagnols, français, donc il y a un lobby
un lobbying qui se fait du côté franco-espagnol pour garantir les intérêts de ces deux puissances au Maroc, puisqu'ils sont très très présents économiquement, et que c'est la raison pour laquelle ils ont eu tendance à laisser passer beaucoup de choses. Maintenant, le Maroc est moins intéressant sur le plan économique parce qu'il est beaucoup trop cher, trop endetté, les salariés coûtent cher, l'énergie coûte cher, donc ça devient moins intéressant de le défendre. C'est simplement une question d'intérêt, plus que rien d'autre qu'une simple et vulgaire question d'intérêt. Ça a été évoqué il y a quelques minutes. Les parlementaires européens défendent d'abord l'intérêt des nations européennes, au-delà même d'ailleurs des peuples. Oui, Monsieur Kantibala, toute cette affaire a suscité quand même des réactions au sein même du Parlement pour se protéger ou protéger les députés. Alors, un plan de 14 points a été mis en place pour justement revenir un petit peu, si vous voulez, sur les règles d'éthique et de transparence. Et puisque Gamal Abina a tout à l'heure parlé du lobbying qui est autorisé et pas la corruption, eh ben, ce plan justement interdit désormais les lobbying puisque ça n'a pas donné le résultat en tous les cas escompté ou complètement l'inverse, Monsieur Kantibala. Oui, tout à fait. Nous, notre problème avant tout, c'est d'abord avec les instances dirigeantes de l'Union européenne, à savoir la Commission. Et le Parlement européen sert quelque part pour ses officines de donner la couverture morale aux dirigeants européens pour conclure des accords avec le Maroc qui aggravent la situation du peuple sahraoui et empêchent le droit international d'être appliqué dans cette partie du monde. J'en veux pour preuve cette obsession de l'extension de l'accord au Sahara occidental, alors même que la Cour de justice européenne avait déclaré que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et séparés et que l'Union européenne pouvait conclure n'importe quel accord avec le Maroc à condition qu'il n'inclue pas le Sahara occidental. Et donc, il se trouve que malheureusement, nous avons trouvé sur notre chemin, en luttant pour l'indépendance de notre pays, des personnes peu recommandables et comme ce Antonio Panzeri, qui lui-même, sur la bouche de son propre avocat, disait avoir reconnu être l'un des dirigeants de cette organisation qualifiée comme criminelle, mais à comprendre qu'il n'est pas le seul et qu'il y a d'autres dirigeants qui font tourner cette organisation criminelle. Et un dernier développement, c'est la demande de la levée de l'immunité parlementaire contre l'eurodéputé belge Marc Tarabella et l'autre associé eurodéputé italien Andrea Cozzolino. Et donc, la situation va de pire en pire en réalité. Et il n'est pas improbable que l'on se trouve face au plus grand scandale qui aurait le plus grand scandale du Parlement européen et des institutions européennes. Très bien, je vais terminer quand même avec vous, Monsieur Gilles Devers, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pensez-vous que ce scandale appelé communément Marocgate aurait des répercussions sur l'avenir des relations entre le Maroc et l'Union européenne, puisque de toute façon, pas plus tard que cet après-midi, le Parlement européen vient de suspendre toute activité économique avec le Maroc sur fond de ce scandale, d'autant plus qu'il y a eu un groupe de parlementaires qui ont demandé la suspension de tous les travaux de partenariat avec le royaume chérifien. Oui, pour le moment, ce sont des propositions très fortes des parlementaires qui déjà sont une chose entièrement nouvelle. Maintenant, la crise qu'il y aura entre l'Union européenne et le Maroc, moi je l'ai dit, elle est certaine. Pourquoi? Parce que nous attendons pour 2023 la décision d'appel. Vous savez qu'en 2021, en septembre 2021, nous avons fait annuler, le Front Polisario a fait annuler l'accord d'extension de l'accord Union européenne avec le Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Ils ont fait appel, ça va être jugé au cours de l'année 2023. Est-ce que je gagnerai? Et bon, on verra bien si on gagnera ou si on perdra, mais on a quand même des arguments très forts. Et le tribunal, quand même, nous avait donné raison et on part d'une base assez solide. Je ne vais pas donner le détail du contentieux ici. Mais nous, on anticipe. Oui. Parce qu'en 2016, on avait gagné. Et qu'est-ce qu'on a vu en janvier 2017? Le Front Polisario avait écrit en disant, vu qu'il y a deux territoires distincts séparés, que le Maroc est pas souverain, on est d'accord pour négocier un accord pour le développement du territoire avec l'Union européenne. Et ils ont magouillé.
grâce au réseau de la corruption qui se mettait en place, pour arriver à l'accord de 2019. Et il y avait l'idée qui est dans les couloirs là-bas de dire le Front Polisario va gagner une nouvelle fois devant la justice, faire annuler les accords d'extension, et l'Union européenne va faire quelque chose pour dépatouiller le Maroc, soit avec des droits de douane, soit avec ceci, soit avec cela. Là, je crois que maintenant, ça sera impossible. C'est-à-dire qu'on se bat pour obtenir la confirmation de l'annulation de l'accord, et avec le vote du Parlement aujourd'hui, effectivement, j'avais majoré le nombre de voix en 30 ans sur un autre vote, 356 voix, mais également les déclarations des responsables politiques, puis l'impact, ça serait invendable de refaire un accord Union européenne-Maroc pour contourner à nouveau la décision de justice. Donc c'est très dur pour le peuple sahraoui, mais franchement, nous faisons ces jours-ci des bons en avant. Très bien, merci beaucoup Maître Gilles Devers. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon, mais également fervent défenseur de la cause sahraoui et du dossier sahraoui auprès des instances internationales. Vous étiez avec nous depuis Skype par Paris. Merci à vous également, Monsieur Gamal Abina. Vous étiez avec nous par Skype depuis Paris et vous êtes expert dans les questions internationales. Merci également à Monsieur Khanti Bala, qui est le représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Politique. Au revoir.